Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire dédié à l'IOSIS, l'outil numérique pour les filières fractures. Tout d'abord, je souhaite me présenter. Je suis Anastasia Soulier. Je suis la chef de projet pour le programme IOF Capture the Fracture et je serai le modérateur de la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter par le chat pour toute question concernant le déroulement du webinaire ou si vous avez des soucis techniques. Le webinaire se déroulera en 3 étapes. Nous commencerons tout d'abord par une présentation détaillée du Dr Albou qui vous fera une introduction sur l'outil LIOSIS. Nous poursuivrons ensuite avec une présentation détaillée de la part de M. Illik qui fera une démonstration en direct et nous terminerons ensuite par la séance de questions-réponses. Je vous encourage à poser vos questions tout au long de la session en vous servant du chat. Celles-ci seront transmises aux orateurs durant la séance de questions-réponses que nous avons planifiée à la fin. J'ai maintenant l'immense plaisir de vous présenter nos 2 orateurs, Dr Philippe Albou et M. Dejan Illik, en commençant par le Dr Albou. Dr Philippe Albou est le directeur général de l'IOF, la plus grande ONG mondiale dans le domaine osseux. Ces nombreux domaines de responsabilité comprennent le volet stratégique de la Fondation et le développement de divers programmes, ainsi que la garantie de la croissance et de la stabilité financière de la Fondation. Dr Albou a obtenu son doctorat en immunologie à l'Institut Pasteur de Paris. Il possède une vaste expérience dans le domaine osseux et peut se prévaloir d'une carrière très fructueuse de 15 ans dans l'industrie, au cours de laquelle il a occupé divers postes de direction au sein de la recherche et du développement, ainsi que dans le domaine du marketing international, en particulier concernant le traitement de l'ostéoporose. Il a également été directeur de la veille concurrentielle pour tous les domaines thérapeutiques au niveau mondial. Monsieur Dejan Illik est le cofondateur de Bone Monitor et directeur général du MACOM. Il a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur et gestionnaire de projets de développement informatique dans de multiples secteurs d'activité. Depuis près de 10 ans, M. Illik est en charge de divers projets liés au domaine médical et plus particulièrement dans le domaine de la santé osseuse. Son équipe pluridisciplinaire est en charge de l'organisation d'événements de renom et développe depuis plusieurs années des outils informatiques à haute technicité. Je vais maintenant laisser la parole à Dr Philippe Albou. Bien, merci beaucoup, Anastasia, pour cette introduction très complète. J'ai même failli rougir ou alors, au contraire, être un peu paniqué par le temps qui passe avec cette introduction qui retraçait un peu mon parcours. Alors, pour faire simple, effectivement, déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Effectivement, je dirige IOF depuis 5 ans, bientôt 6. Et donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui de participer à une présentation donc, sur l'IOSIS, qui est le dernier outil qu'IOF a développé en partenariat avec Bone Monitor. Enfin, plus exactement, c'est Bone Monitor qui l'a développé avec l'expertise d'IOF. La suivante. La suivante. Voilà, très bien. Dans le cadre de Capture the Fracture. Donc, Capture the Fracture, c'est un programme donc, qui a été lancé en 2012 par IOF. Alors, le rationnel était très simple, c'est qu'en 2012, c'était le professeur Cyrus Cooper, à l'époque, qui s'occupait des aspects scientifiques d'IOF. Et IOF avait réalisé que lorsqu'un patient se fracturait, il y en avait 80% qui quittaient l'hôpital sans analyse de leur statut ostéoporotique, encore moins de diagnostic, encore moins de traitement. Et donc, l'idée, ça a été de supporter l'implémentation et la qualité de ce qu'on appelle les services de liaison à la fracture au sein des hôpitaux. Donc, c'est un programme mondial qui a été lancé en 2012, voilà, près de 10 ans, avec ces 2 objectifs réellement: faciliter la mise en œuvre des programmes, des filières fracturaires afin de prévenir la fracture secondaire. La diapo suivante. Alors, où en est-on aujourd'hui? Nous allons bientôt fêter les 10 ans de ce programme, donc nous sommes très fiers. D'ailleurs, on est dans la 10e année, ça y est. Depuis début janvier. Et après 10 ans, ce programme est un beau succès puisqu'en fait, nous avons dans notre réseau de Capture the Fracture pas loin de 700 FLS. Donc, on croise les doigts pour avoir les 6 qui vont nous permettre d'atteindre ce chiffre magique. Donc, c'est vraiment un programme qui est reconnu au niveau international. Et vous avez sur cette diapositive donc, la répartition géographique des FLS qui sont sur notre carte. Vous pouvez voir qu'il y a une proéminence de l'Europe, très clairement,
et 346 FLS. L'Asie-Pacifique tient le haut du pavé aussi, avec pas loin de 140 FLS dans toute l'Asie-Pacifique. Les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord plus exactement, 73, et l'Amérique latine extrêmement active, avec une très belle croissance également, 106. Alors dans le programme Capture the Fracture aussi, un point important pour identifier et aider à améliorer la qualité des services de liaison à la fracture, nous réalisons un type d'audit qui s'appelle le Best Practice Framework et qui permet de donner un rang de qualité au niveau des FLS classés de manière typique en étoiles de bronze, argent ou or, les bleus étant sous investigation. Et donc, ça permet réellement, d'une part, d'analyser la qualité des FLS, mais ça, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est de voir les axes d'amélioration et d'accompagner les FLS dans leur amélioration. Diapo suivante. Alors, quelle est la situation en France? Donc, 694 FLS au niveau monde, nous en avons 26 en France, 4 argent, 11 bronze et 11 bleus, qui espérons seront tous or, mais pour l'instant, ils sont bleus. Donc, 26 FLS, clairement, il y a un potentiel très important en France, puisqu'il y a plus de 50 FLS qui sont en France. D'une part, donc en termes de, alors, pas d'implémentation, mais d'inclusion dans le programme Capture the Fracture. Donc, il y a un gros potentiel encore, on peut doubler ce chiffre largement, mais aussi un potentiel en termes de qualité, puisque là, comme vous voyez, nous en avons 15 qui sont soit bronze ou argent, et clairement, là, IOF a les moyens d'accompagner ces FLS pour passer à l'étape au-dessus, en tout cas conseiller pour aller à l'étape au-dessus. Cela dit, c'est déjà un très très beau résultat et on espère qu'avec nos liens, avec la SFR, le Brio et toutes les actions qu'on entreprend ensemble, on va pouvoir non seulement accueillir plus de FLS français dans Capture the Fracture, mais aussi augmenter le nombre de filières fracture. Diapositive suivante. Alors, quels sont les avantages pour un FLS, précisément, de rejoindre le programme Capture the Fracture d'IOF? Donc, le premier avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est la visibilité au niveau national, régional et potentiellement international. Alors, cette visibilité, elle a des conséquences pratiques qu'on a pu évaluer sur les près de 700 FLS qui sont part de notre programme déjà. C'est en reconnaissant la qualité du travail du personnel soignant de la structure hospitalière, dans le cadre du service de liaison à la fracture, ça permet de soutenir la pérennité de ces services-là, que ce soit d'un point de vue, j'allais dire idéologique, mais aussi et surtout d'un point de vue financier et structurel. Donc, cette reconnaissance par IOF aide typiquement les services de liaison à la fracture, quelque part soutient la pérennité de ces structures. Le second avantage est effectivement l'analyse comparative des performances. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire une compétition entre FLS au niveau national ou régional, ça n'a strictement aucun intérêt. L'intérêt premier est d'être capable, à travers ce programme, de voir les axes d'amélioration pour tendre, alors j'allais dire vers l'excellence, mais c'est un mot à la mode que je n'aime pas tellement, mais en tout cas, pour tendre vers le mieux qu'une structure puisse faire à un instant T avec les ressources qu'elle a. C'est déjà un but très, 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 très noble. Et donc, l'outil, le Best Practice Framework, Capture the Fracture, permet d'aller dans cette direction. Et puis enfin, le dernier avantage, et qui n'est pas des moindres non plus, c'est l'accès à toutes les ressources qu'IOF met à disposition dans le cadre de Capture the Fracture. Les ressources, il y en a énormément qui permettent soit de soutenir la pérennité, soit de mettre en place quand les FLS n'existent pas, soit d'améliorer, soit encore de faire du lobbying auprès de sa propre structure ou auprès d'élus de politique de santé. Donc, il y a énormément de ressources et en faisant partie de Capture the Fracture, ces ressources sont accessibles gratuitement sur le site d'IOF. Donc, voilà les avantages que les services de liaison à la fracture peuvent avoir en rejoignant le programme. La diapo suivante. Pour IOF, d'avoir des FLS faisant partie de Capture the Fracture sont extrêmement importants pour notamment changer les politiques de santé. Et plus on va avoir de FLS qui vont faire partie de ce programme, plus on va être capable notamment de visualiser l'impact de ces FLS sur le terrain, aussi de motiver les politiques de santé à aller dans cette direction en montrant le bénéfice,
On va pouvoir estimer le nombre de cycles, le nombre de patients et de faire des analyses comparatives, alors principalement pays à pays, ce qui est très utile pour motiver les politiques de santé. J'en ai eu des exemples, par exemple, en Europe ou en Asie. C'est extrêmement utile. Pour les sociétés de patients également, d'avoir des FLS parties de capture de fracture est extrêmement important, puisqu'en fait, ça va permettre de donner à ces sociétés-ci les moyens de soutenir l'implémentation des services de liaison à la fracture et de faire des plaidoyers. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, pour les FLS, proprement dit, c'est le soutien, la pérennité qui est en jeu ici. Et plus on a de FLS dans un pays, plus on est capable de montrer le bénéfice et du coup de soutenir la pérennité de ces services de liaison à la fracture. Alors évidemment, ça serait un peu présomptueux de dire que IOF est capable de faire tout ça. Bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec la SFR Le Griot, que je remercie ici, notamment pour toutes leurs actions au niveau France, et l'AFLAR aussi pour les patients. Et IOF travaille en étroite collaboration avec l'AFLAR, la SFR Le Griot, pour aboutir à ces succès étape par étape. Diapo suivante. Donc, non, avant. Donc, très récemment, en fait, dans l'histoire de capture de fracture, donc ce programme a été lancé en 2012. Et il y a 3 ans, en 2019, on a eu l'opportunité de donner littéralement un coup d'accélérateur à ce programme avec ce qu'on appelle le partenariat. Le partenariat. Alors, en fait, ce partenariat est dans la continuité de capture de fracture, mais se base sur 5 piliers pour littéralement booster l'implémentation des FLS, augmenter leur qualité, changer les politiques de santé. Donc, quels sont ces 5 piliers qu'on veut implémenter, qu'on est en train d'implémenter dans 18 pays prioritaires, dont la France. Donc, en fait, 5 piliers. Le premier, c'est de changer les politiques de santé. Comme je l'ai mentionné, la SFR, la FLAR et le Griot, à travers l'ANCO, l'Alliance nationale, a déjà fait un travail absolument remarquable. Et IOF se sont très, très humbles vis-à-vis de ses partenaires. Donc là, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue, mais plutôt d'aider ou de supporter autant que faire se peut cette alliance qui est déjà existante pour aboutir au changement des politiques de santé. Le deuxième pilier sont le mentorat. Le mentorat est un pilier qui est extrêmement important aussi et qui vise à éduquer les professionnels de santé, mais aussi de créer un réseau entre des référents locaux qui vont être capables de former des personnes intéressées par les FLS qui elles-mêmes, après, vont grandir, vont améliorer leurs compétences et puis vont essaimer comme ça l'intérêt des FLS. Donc, le mentorat, c'est le second pilier. Le troisième, ce sont des ressources. Typiquement, nous sommes en train de développer donc, une plateforme avec énormément de ressources concernant les FLS. Donc, cette plateforme existe déjà. Elle regroupe près de 300 ressources, principalement en langue anglaise. Et l'étape pour 2022 est de muter cette plateforme en une plateforme multilingue et d'accueillir des ressources en langue nationale, dont le français, bien entendu. Pour diriger tous ces piliers, nous allons mettre en place une coalition. Alors là aussi, ça dépend du degré de maturité des pays qu'on considère, mais la France, on a déjà des liens très très forts avec la SFR, le Griot et la FLAR. Donc, de facto, il y a déjà une coalition qui existe. Et l'idée, c'est de construire un partenariat qui va nous permettre deux choses. La première, c'est de nous inspirer pour adapter les ressources que nous développons au niveau global, nous inspirer pour les adapter au niveau local et ensuite pour nous aider à les implémenter. Et enfin, le dernier pilier, qui est l'objet de la discussion aujourd'hui, c'est l'outil numérique. Et l'outil numérique, alors je suis très, très content d'avoir réussi avec Bone Monitor, donc la société qui a développé cet outil. Vraiment, je suis vraiment très content d'avoir développé cet outil sous l'égide d'IOF. Pourquoi? Parce qu'en fait, la volonté était d'apporter, qu'IOF apporte aux professionnels de santé un outil tout fait, tout construit pour gérer les patients au sein de la FLS. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est vraiment de faciliter la vie des cliniciens qui en ont bien besoin. Donc, cet outil numérique désormais existe. Le produit a été développé donc, par Bone Monitor, dont Yann Illich est un des fondateurs, mais nous avons aussi Werner qui est avec nous, qui est le CEO le directeur général de cette structure. Et donc, Yann Illich va vous faire la démonstration de cet outil. Mais vraiment, désormais,
on a à disposition, on peut mettre à disposition du corps soignant un outil estampillé par IOF, développé en collaboration avec Oxford, qui est une université motrice dans le domaine des FLS. Donc, on a bénéficié de leur expertise pour développer cet outil. Diapo suivante. Donc, pour résumer les objectifs de cet outil numérique, encore une fois, c'est un produit qui existe maintenant. En 2022, on est en plein dans la phase d'implémentation au niveau des FLS. C'est clairement de permettre aux filières fractures d'être plus efficaces. C'est de simplifier la vie des soignants pour qu'ils se concentrent plus sur leurs patients que sur les aspects administratifs. Assurer la continuité des soins, parce qu'en fait, cet outil met à disposition des outils qui permettent d'envoyer des rappels, des courriers, etc. Vis-à-vis des patients, gérer plus efficacement les patients, je viens d'en parler, améliorer les résultats cliniques aussi, parce qu'il y a en fait au sein de cet outil des tableaux de bord qui permettent d'avoir une idée claire du statut clinique des patients. In fine, c'est quoi? C'est réduire les coûts, les frais médicaux et les coûts, et aussi d'améliorer les performances, parce qu'au sein de cet outil, le service de liaison à la fracture peut s'auto-évaluer, voir les axes plus ou moins simples sur lesquels ils peuvent travailler pour s'améliorer. Donc voilà, j'arrête ici. Le plus important, c'est que vous ayez une vision concrète et pragmatique de cet outil. Donc, je vais m'arrêter là. Dejan va vous faire une démonstration effectivement de cet outil et ensuite, nous aurons du temps pour échanger et répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et Dejan, l'écran est à toi. Merci beaucoup. Anastasia, peux-tu peut-être arrêter la présentation pour que je puisse partager? Merci beaucoup. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais vous faire une brève présentation du logiciel Lio6. Lio6 se présente comme une application web que vous pouvez lancer à partir d'un simple navigateur sur un ordinateur ou sur une tablette. Un navigateur web, mais somme toute installé au sein de votre institution. Donc, il n'y a évidemment aucun accès de l'extérieur. Les données restent la propriété exclusive de l'hôpital ou de l'institution. Mais pour une question de facilité, nous avons utilisé cette technologie-là pour éviter tout travail d'installation et de paramétrage au sein des postes. Donc, simplement avec une adresse Internet locale, on peut accéder au programme. Donc, avec un login et un mot de passe protégé, le premier écran sur lequel on tombe est un tableau de bord. Ce tableau de bord, dans ce cas de figure-ci, il s'agit évidemment de données fictives qui ont été générées de manière aléatoire. Donc, ce ne sont pas des vraies données patients. Donc, il se peut évidemment qu'il y ait des données qui soient un petit peu, qui ne soient scientifiquement pas correctes. On est dans une démo, mais cela vous permettra de voir un peu tout le processus et toutes les listes de tâches disponibles dans le suivi d'un patient. Sur ce tableau de bord qui est spécifique à l'utilisateur connecté, on va pouvoir voir toutes les tâches qui sont à réaliser. On peut voir les tâches pour les 7 prochains jours, les tâches du jour, toutes les tâches, etc. On peut faire des exportations, les trier, aller directement accéder à un patient et effectuer la tâche liée à ce patient. Donc, pour vous montrer un peu la mécanique de l'application et le processus général qui va de l'identification du patient jusqu'au suivi, je vais simplement prendre ici faire une recherche sur un patient, une patiente en l'occurrence, existante afin que nous ayons un peu des données pour la démo. Donc, toutes les données sont divisées en 4 blocs. Le premier bloc est le bloc administratif qui va reprendre toutes les données personnelles du patient, les données liées au médecin, à une personne de contact, des informations administratives comme les couvertures d'assurance, etc. Le deuxième bloc reprend, lui, par contre, tout le contenu clinique, toutes les informations liées à la fracture. Donc, on va avoir ici une date d'évaluation, les informations
détaillé concernant la fracture qui est prise en compte ici lors de l'encodage, l'historique des fractures, des informations par rapport au risque futur de fracture lié à l'outil Frax. Nous avons des informations sur les fractures vertébrales, les traitements, les supplémentations, calcium, vitamine D, différentes informations sur les comorbidités. Petite parenthèse, vous allez voir que dans cette version-ci, je suis connecté en tant qu'administrateur pour la démo. Il y a énormément de champs et énormément de possibilités d'encodage d'informations, mais il est clair que lors de l'installation de l'application, on peut définir on peut choisir, sélectionner les champs que l'on veut avoir dans le cas où votre centre de suivi de fracture ne souhaite pas enregistrer toutes ces informations. Il y a un ensemble de données minimales qui est évidemment obligatoire pour que le système fonctionne, mais tout est absolument paramétrable en fonction de vos besoins. Donc, je continue ici. Nous avons toutes les informations par rapport aux différentes comorbidités, les facteurs de risque de chute, l'apport en calcium, des résultats d'examen, que ce soit tous les résultats de densité osseuse, les résultats des tests de laboratoire, les essais supplémentaires, les traitements, les différentes recommandations, médicaments ou autres qu'on peut avoir pour ce patient-là. Et bien sûr, on peut programmer ici une planification du suivi. Dans cet exemple-ci, nous avons mis en place deux délais de planification, un suivi après 16 semaines et un suivi après 52 semaines. Une fois que le patient est enregistré, toutes les tâches liées au patient sont générées de manière automatique et on les retrouve dans le tableau de bord afin de pouvoir faire tout le suivi. Lors de la configuration du système, on met en place des modèles de lettres qui sont entièrement paramétrables et qui permettent de communiquer avec les différents intervenants du centre, que ce soit le patient, les médecins, etc. Et on peut générer des lettres qui sont directement modifiables ici à l'écran, qui sont remplies automatiquement avec les données du patient. On peut passer par différentes étapes d'approbation pour la lettre. Donc, si je suis un simple utilisateur et que je n'ai pas le droit de finaliser un courrier, je peux enregistrer un brouillon. Ensuite, le médecin ou le coordinateur ou une personne responsable peut venir accéder à ce brouillon, le modifier, l'envoyer, le valider. On peut avoir différentes versions du document. Les documents, ici, comme on peut voir dans cette version-ci, le document est en français, mais le système est multilingue. Dans le cas où on doit communiquer avec un patient dans une langue autre que le français, il n'y a aucun souci pour créer des modèles dans d'autres langues. Le dernier bloc est le bloc des tâches liées à ce patient-ci, où on définit en fait un processus précis de toutes les étapes de l'encodage du patient jusqu'au suivi. Et en fonction des tâches, on peut générer automatiquement des courriers ou des rappels afin de permettre à l'utilisateur de ne pas oublier une tâche liée au patient. Donc ici, on peut voir le 23 avril 2022, je devrais procéder à la surveillance 16 semaines après la fracture du patient. Voilà en gros les 4 blocs de données qui sont enregistrés pour chaque patient. Ensuite, ce qui est très important de voir, c'est que, comme je vous expliquais tout à l'heure, là je suis connecté en tant qu'administrateur, mais il est possible de définir des rôles avec des tâches spécifiques pour chaque type d'utilisateur. Donc, on peut évidemment avoir l'administrateur informatique du système qui va pouvoir paramétrer le tout, changer les modèles, définir quelles sont les données que l'on va enregistrer ou non. On va avoir l'administrateur du centre qui, lui, aura des droits, des privilèges
étendu pour pouvoir faire aussi du paramétrage plus poussé au niveau de l'application. Et puis, on peut définir le nombre de rôles que l'on souhaite pour savoir est-ce que quelqu'un n'a le droit que de lire les données, quelqu'un peut les modifier, un autre rôle pourra valider certaines informations, etc. Et comme on peut le voir ici, en fonction des rôles qui ont été définis, on peut très facilement cocher pour savoir tiens, si on souhaite que le coordinateur puisse ajouter un patient ou le médecin puisse ajouter un patient ou le service de nursing, on peut simplement cocher ou décocher pour définir quelles sont les autorisations pour chaque rôle du système. Une fois que les données, que l'application sera utilisée, une fois que vous aurez récolté beaucoup d'informations sur les patients, il y a des indicateurs qui vous permettent de mesurer les performances du suivi des patients. Donc, IEF, avec l'aide de KOL internationaux et l'Université d'Oxford, ont défini 11 KPIs, 11 indicateurs de performance qui permettent de visualiser comment fonctionne le centre, de quelle manière toutes les données ont été enregistrées. Ça peut être sur une période spécifique, sur une durée, une période absolue, une période relative. Vous pouvez comparer d'année en année, de mois en mois, pour voir comment le suivi des patients est fait. Et ceci a comme seul objectif de vous aider à améliorer la qualité de service de votre centre. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a différents KPIs. Cela va du pourcentage des données qui ont été remplies jusqu'au nombre de patients identifiés souffrant de fractures vertébrales, etc. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont enregistrées ici. Un autre point très important, c'est que dans le cas où votre FLS a déjà des données patients, il est extrêmement facile lors de l'installation du logiciel d'importer toutes les données qui existent déjà dans votre système, que ce soit une application locale que vous auriez déjà au sein de votre service ou un simple fichier Excel. On peut très facilement reprendre toutes ces données et les injecter ici lors du lancement de l'application au sein de votre service. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'application. Évidemment, si vous avez des questions plus précises, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur sur l'une ou l'autre fonctionnalité, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup. Monsieur Elik, un grand merci pour cette session démonstration en direct très détaillée. Et maintenant, j'ouvre la séance de questions-réponses. Anastasia, je vais peut-être commencer la séance de questions-réponses. Au lieu d'y répondre, je vais poser moi une question. Nous avons quand même un auditoire assez conséquent aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de partager sa vision sur l'outil? En tout cas, est-ce que l'outil semble répondre à des besoins qui existent dans votre vie tous les jours de gestion des FLS? C'est quelque chose qui nous serait extrêmement précieux. Est-ce qu'un participant aurait la gentillesse de partager son analyse avec nous? Au moins un. Est-ce que je peux prendre la parole? Mais bien entendu, cher monsieur. Alain Bouchard de Sion, donc je suis médecin rhumatologue à la retraite, mais nous sommes en train, je vous parle de Suisse, et dans le canton de Suisse que j'habite, le Valais, on est en train de développer actuellement, donc on est probablement dans le registre pré-étoile bleue,
sous l'égide de l'Université de Genève, qui est plutôt étoile d'or. Avec leur aide, on développe une filière de fracture, donc plutôt de province. Et on est en train de monter notre système. Alors, en effet, c'est exactement, en fait, ça répond exactement à nos besoins, c'est-à-dire tenir un registre de tous ces patients avec exactement ce que vous posez comme question avec vos 4 grandes classifications, les données administratives, mais surtout les facteurs de risque avec le FRAX, quel type de fracture a été implémenté finalement, et avec toutes les questions que ça pose sur le stade où se trouve la personne au moment où elle est identifiée par le système. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui ont été traités ou qui n'ont pas été traités, et toute la question du suivi. Donc pour nous, c'est parfait, c'est exactement en fait ce qu'il nous faut comme outil. Ça me paraît extrêmement utile parce que toutes ces questions, on vient de se les poser. Maintenant, en pratique, on fait comment? C'est-à-dire qu'on s'adresse directement à l'IOF pour qu'on nous permette d'installer le système à distance, j'imagine, ou est-ce qu'il y a un enseignement qui est prévu pour aller dans le détail? En fait, en pratique, comment est-ce qu'on fait? Alors, en pratique, il y a plusieurs choses. Donc, c'est un produit, c'est un logiciel. Donc, comme tout produit, il a un coût, bien évidemment. Et dans ce cas-là, il faut se retourner pour l'implémentation. Il faut se retourner donc vers Bone Monitor, qui gère tous les aspects d'implémentation avec le soutien d'IOF. Mais disons que pour tous les aspects, on va dire, pratiques et administratifs ayant trait à l'implémentation. Donc, c'est Bone Monitor qu'il faut contacter, donc de Jan Illich ou Werner qui est avec nous aujourd'hui. Mais soyez assurés qu'en fait, il y a un partenariat extrêmement fort entre Bone Monitor et puis IOF sur l'implémentation de cet outil. Un partenariat extrêmement fort à plusieurs aspects. Le premier, c'est sur, on va dire, la stratégie d'implémentation d'un point de vue général, puisqu'en fait, il faut bien entendu que la société Bone Monitor puisse vivre avec les abonnements ayant trait à ce logiciel, mais en même temps, IOF souhaite que ce logiciel soit déployé au maximum, parce que le but de notre organisation, évidemment, c'est d'améliorer le statut, c'est de faciliter la vie des médecins d'abord pour améliorer la prise en charge des patients. Donc, on a des objectifs qui sont totalement complémentaires et donc, on travaille vraiment en étroite collaboration tous ensemble. Donc, pour faire simple, il faut contacter Bone Monitor qui va discuter avec vous et avec nous pour voir la meilleure façon de progresser tous ensemble. Ensuite, et là, je parle sous le contrôle de Jan Illich qui est avec nous. Ensuite, il y a une discussion entre l'équipe de Bone Monitor et l'hôpital pour tous les aspects techniques. Comme Dejan l'a mentionné, c'est extrêmement important pour Bone Monitor, pour nous-mêmes. Il n'y a aucune donnée qui part de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est une barrière qui n'est pas négociable aussi pour nous. C'est-à-dire que les données appartiennent à l'hôpital, c'est des données patients, donc tout reste à l'hôpital. Il n'y a aucune donnée qui va aller sur des serveurs d'IOF, sur les serveurs de Bone Monitor, pas du tout. Donc, il y a des données qui sont là, il y a une implémentation qui se fait, il y a un upload des données qui doit être fait dans le logiciel. Et ensuite, effectivement, vous avez mentionné un point important, c'est qu'il y a aussi des ressources qui ont été développées pour former les utilisateurs de ce logiciel-là avec notamment une documentation manuelle d'utilisation, etc. Dejan, est-ce que tu souhaites compléter peut-être ma réponse? Non, c'était très complet. Maintenant, voilà, la discussion avec le service IT de l'hôpital est évidemment un point extrêmement important parce qu'on doit rassurer tout le monde. Donc, on explique toute la procédure d'installation est quelque chose voilà, de somme toute assez simple. On a créé un système, sans rentrer trop dans les détails techniques, un système de virtualisation qui permet d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière autonome sur quasi tous les types de serveurs qui existent sur le marché. Donc, au niveau besoin en termes de serveurs, d'infrastructures au sein de l'hôpital, les besoins sont petits et permettent vraiment un déploiement assez facile de l'outil. Ensuite, il faudra bien sûr discuter, est-ce que ça nécessite une formation? Est-ce qu'on doit assister donner un peu d'aide sur l'importation des données?
Dans le cas, la configuration est différente si on part de zéro ou si on part d'un système où il existe déjà quelques milliers de patients et le but est bien sûr qu'il n'y ait pas un réencodage des données et qu'on puisse réutiliser toutes ces données-là, voire même créer un pont avec un système actuel si c'est nécessaire, afin de pouvoir démarrer le plus facilement possible. Yann, merci de Yann. En t'écoutant, il me semblait également important de préciser un point. C'est la réglementation qui a trait donc, aux données personnelles. Donc, comme vous le savez, ça, je pense que je vais anticiper une question qui aurait pu être posée, mais comme vous savez, il y a une réglementation maintenant européenne très stricte sur les données personnelles et je veux ici, d'une manière un peu formelle, mais vous assurer que, évidemment, ce logiciel suit à, j'allais dire, 200% la réglementation européenne sur la protection des données. Donc, non seulement il n'y a aucune donnée patient qui quitte l'hôpital, mais en fait, tout est bordé pour que ça respecte strictement la réglementation européenne sur cette question importante. Après la discussion avec le service IT, il est clair qu'il y a une partie administrative qui est bien sûr toute la partie contractuelle liée justement à la propriété des données, mais aussi à la sécurité des données. Donc, on a mis en place tout un système de cryptage des données pour avoir le maximum de sécurité. Et toutes ces informations-là doivent aussi également être échangées avec le service IT de l'hôpital et les administrateurs du centre. Yann, j'ai une question très pragmatique pour toi qui me vient à l'esprit. On va dire dans une situation optimale, c'est-à-dire où une communication efficace et transparente se fait entre Bone Monitor et un hôpital. Concrètement, pragmatiquement, combien de temps il vous faut à toi et Werner, à votre équipe, pour implémenter l'IOSIS dans un service de liaison à la fracture? Concrètement, quel est l'ordre de grandeur du temps? Et ensuite, pour la mise en œuvre pratique, c'est-à-dire une fois que le logiciel a été installé, au bout de combien de temps vous estimez qu'il est utilisable et utilisé par les professionnels de santé? Parce que l'ordre de grandeur, c'est une semaine, 1 mois, 3 mois. Alors, je sais que c'est une question difficile parce qu'il y a plein de configurations différentes, mais l'ordre de grandeur. Alors, l'étape technique est assez facile. Je veux dire, la première installation se fait très, très, très facilement. Ce qui prend un peu plus de temps, ça va être le paramétrage du système. C'est la définition des tâches, des modèles de lettres, définition des rôles, création des comptes utilisateurs. Étape numéro 2. Et ensuite, étape numéro 3, ça va être la formation des utilisateurs. Donc, voilà, tout dépend le nombre d'utilisateurs qu'il va y avoir à former. Ça va dépendre aussi de la quantité de données qu'il va falloir injecter dans le système. Donc, cela peut se compter en quelques semaines. On peut être entièrement opérationnel avec le logiciel. D'accord. OK. Et vous le développez en fait Urbi et Torbi, c'est-à-dire tous azimuts dans tous les pays. En fait, l'idéal, ce serait que la majorité ou une grande partie des centres FLS disposent du même système. En fait, c'est ça que vous cherchez à avoir. Oui. Alors oui, typiquement, c'est une question stratégique. Donc ça, je vais me faire un plaisir de vous répondre, évidemment. Ce logiciel a été développé sous le chapitre, on va dire, du partenariat, qui est vraiment la dernière action très forte au sein de Capture de Fracture et qui cible 18 pays. Donc, il est clair, donc l'outil a été développé dans ce cadre-là. Donc, il est clair que ces 18 pays, dont la France, sont des pays prioritaires pour l'implémentation de l'IOSIS. Toutefois, le Capture de Fracture maintenant regroupe pas loin de 700 FLS dans pas loin de 50 pays, si je me souviens bien. Et il est évident que si on a des centres qui sont intéressés pour avoir l'IOSIS dans leur pays, bien évidemment, nous allons les aider à acquérir ce logiciel, bien évidemment. Donc, nos efforts sont, on va dire, principalement pour le moment un peu focalisés sur les 18 pays, mais en fait, vous avez bien parfaitement compris notre intérêt, et l'intérêt, parce qu'on pense que c'est l'intérêt des patients aussi, c'est de développer ce logiciel largue à manu. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une question dans le chat, et je me permets, Anastasia, de rebondir dessus.
une question donc, sur le fait que les données ne quittent pas l'hôpital. Est-ce qu'il y a de possibilité d'échanger avec d'autres FLS pour créer des cohortes multicentriques? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si, et c'est bien des objectifs d'IOF, nous réussissons à implémenter, à motiver les FLS pour acquérir ce logiciel, encore une fois, qui vise à leur faciliter la vie, bien entendu, derrière, il y a des bases de données de gestion de patients, encore une fois, qui ne quittent pas l'hôpital. Mais l'intérêt, la beauté de ce système, c'est que cette base de données aura la même structure, qu'on parle d'un FLS en France, en Grande-Bretagne, en Italie, à Mexico, au Chili, en Thaïlande ou en Nouvelle-Zélande. Et bien entendu, in fine, il y a le potentiel de mettre en place des études multicentriques avec tous ces FLS. Et de faire ça apporterait un potentiel absolument considérable dans la compréhension et de la maladie et du traitement des patients. Donc évidemment, c'est quelque chose que nous avons en filigrane. C'est un point important puisque vous savez qu'IOF est une organisation avant tout scientifique, qui a été fondée par Pierre Delmas de Lyon en 1998, qui est un grand prof de médecine, un grand professeur de médecine, un grand scientifique. Et la science nous anime toujours. Donc effectivement, quand on aura atteint une masse critique d'implémentation, c'est quelque chose que nous pouvons techniquement très facilement mettre en place. Cela étant, cela ne pourra se mettre en place, et c'est très clair dans mon esprit, dans toute la gouvernance d'IOF, qu'avec la collaboration effective, promotrice et positive des FLS concernés. Autrement dit, le jour venu où, quand un FLS aura la volonté d'un projet de recherche, oui, nous pouvons le faire techniquement et ce sera fait de manière proactive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question qui nous guide, mais c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête. Donc, techniquement, 100% faisable, mais 100% faisable uniquement avec l'accord explicite et, encore une fois, promoteur des FLS qui sont concernés. Après, si un FLS, oui, j'ai vu de Yann, si un FLS veut mettre en place une collaboration, échanger des données, etc., à partir de l'IOSIS ou la France, par exemple, j'en ai parlé avec Bernard Cortet et puis Thierry Thomas, il y a des études multicentriques qui étaient très, très belles, qui ont été présentées lors de la journée du Club Fracture, hein, du Griot, qui est typiquement d'implémenter l'IOSIS en France dans 10, 12, 15, 26 ou les 50 FLS donne un potentiel à ces sociétés de recherche pour mettre en place des études multicentriques. Et évidemment qu'IOF aidera pour aller dans ce sens. Je m'arrête là puisque je suis très passionné par ce sujet. Yann, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, d'un point de vue technique, je voulais juste parler d'une fonctionnalité qui existe déjà dans le logiciel et qui permet une exportation des données de manière anonyme. Donc, dans le cas où l'administrateur du système veut justement exporter ces données afin de soit échanger avec d'autres FLS ou encore mieux, comme c'est un cas de figure que nous avons au Royaume-Uni, ils ont créé le NHS au Royaume-Uni, a créé une base de données nationale qui collecte des données exportées justement par les FLS et qui permet justement donc de créer des cohortes nationales pour faire des études scientifiques. Donc, cette fonctionnalité existe déjà au sein de l'IO6. Anastasia, est-ce que nous avons d'autres questions dans le chat? Oui, nous en avons deux. Alors, la première est la suivante. Peut-on paramétrer les différentes tâches ou sont-elles prédéfinies dans le système? Alors, le workflow qui va de l'encodage jusqu'au suivi, évidemment, non, c'est la base même de l'application. Mais les différentes tâches particulières du système, oui, c'est vous qui allez définir les types de lettres, la manière dont vous allez communiquer avec le patient, à quel moment vous allez faire le suivi. Si vous décidez que ça ne doit pas se passer au bout de 16 semaines et puis 52 semaines, tout cela est entièrement paramétrable dans le système. Merci beaucoup, Néane. La deuxième question est la suivante. Comment peut-on présenter l'outil au service numérique de notre institution? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser notre centre de documentation qui reprend déjà plein d'informations techniques sur le logiciel.
mais parfois la manière la plus facile de voir comment fonctionne un logiciel, c'est simplement de l'utiliser. Donc, on a mis en place sur Internet une version accessible avec, c'est exactement la version que je vous ai présentée aujourd'hui, qui est accessible sur Internet. On peut vous fournir un login et un mot de passe et vous pouvez vous-même tester l'application, voir comment ça fonctionne, ajouter des patients, supprimer. Et c'est probablement la meilleure manière de voir quelles sont toutes les fonctionnalités du logiciel. De Yann, est-ce qu'il serait possible de partager ce lien et de donner des logins et des mots de passe à l'issue de notre réunion avec nos participants? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, j'ai encore une question. Oui, pardon. bien sûr. Non, allez-y, allez-y. Alors, même, il y en a même deux. Super. Donc, la troisième et la suivante. Bonjour. Pour entamer la discussion avec la direction de nos hôpitaux, quel sera le coût de l'application et de sa mise en place? Alors, effectivement, le coût, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, IOF, comme vous le savez, est une organisation globale. On travaille dans tous les pays et effectivement, notre objectif, c'est avant tout de rendre ce logiciel accessible. Il y a un volet qui est aussi extrêmement important, c'est que ce logiciel est développé par Bone Monitor, donc ce logiciel n'existerait pas sans cette compagnie et il faut aussi que cette compagnie vive, bien entendu. Donc, le coût de ce logiciel, qui a été estimé à partir aussi d'autres logiciels qui existent, est plutôt dans le bas de la fourchette. C'est un abonnement qui est mensuel et que nous avons estimé en France à un prix grand maximum de 1 500 € par mois, qui inclut à la fois la licence et la maintenance de ce logiciel. Alors, pourquoi je dis au maximum? Je dis au maximum parce qu'en fait, encore une fois, la volonté, c'est la pérennité de rendre ce logiciel accessible. Le prix variera à la baisse en fonction de la durée d'engagement des structures hospitalières pour utiliser ce logiciel. Il est clair qu'un abonnement, une durée d'engagement d'1 an, le prix sera plus élevé d'un point de vue mensuel qu'un engagement sur 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est que dans sa volonté de supporter l'implémentation de ce logiciel auprès des FLS, IOF va soutenir financièrement l'implémentation de ce logiciel dans les différents pays en prenant à sa charge le coût de la licence, au moins pour la première année. Donc, c'est un point qui est important à prendre en compte. Alors, évidemment, je ne pourrais pas faire ça, IOF ne pourra pas faire ça pour les 50 FLS français, mais tout du moins pour les 10 premiers, clairement, sur la première année, IOF pourrait supporter le coût de la licence qui diminuera d'autant, évidemment, le coût mensuel. Voilà. Une autre question, Anastasia? Oui, une autre question technique. Ouais. Donc, nous utilisons actuellement une base de données Access. Pourra-t-on transférer nos données? Ça, je laisse de Yann. Oui. Tout dépend du degré de protection des données dans la base de données Access. Donc, dans un système ouvert, si vous avez accès aux données de manière, voilà, si elles sont facilement accessibles, alors oui, sans problème. On exporte toutes ces données-là, on retravaille légèrement la structure afin qu'elle puisse répondre à la structure d'importation de l'IO6 et puis on injecte toutes les données dans l'IO6. Donc, la réponse est oui. Merci beaucoup, Déane. J'ai une nouvelle question par rapport au coût. Donc, la question est la suivante. Quel est le coût de la licence par rapport à la maintenance? Ici, ça, de Yann, est-ce que tu as la mémoire de ça? Parce qu'on en a discuté récemment et j'ai peur de dire une bêtise. 80. Comment? 80% pour la licence et 20% de maintenance. C'est ça. Donc, dans le cas de figure du coût le plus élevé, dans la configuration vraiment le plus élevé, dans la version étendue avec toutes les options, Dr Albou parlait du prix le plus élevé, on en revient à une maintenance de 300 € par mois, en fait. Et qui comprend, de Yann, pour que ce soit très clair aussi pour moi, c'est tous les problèmes techniques, le support éventuel. Le support à l'installation, le support quotidien, et puis il y a toutes les mises à jour aussi, tous les nouveaux développements,
voilà, toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées dans les années qui viennent font partie de ce coût de maintenance support. Ah oui, c'est un point important et merci de le souligner. Je vais le redire avec mes mots, juste pour être sûr que tout le monde comprend bien, et y compris moi. Ça veut dire que tous les développements futurs, parce qu'évidemment, ce logiciel-là, ce n'est pas un produit qui est arrêté. C'est un produit qui est en constant développement donc par l'équipe de Bode Monitor avec IOF et l'expertise bénéficiant de l'expertise d'experts travaillant avec IOF. Donc, ce logiciel est en constant développement. Et en fait, tous ces développements-là futurs qui seront implémentés sont dans ce coût de gain. On est d'accord, il n'y aura pas une version 2.0 ou 3.0 à repayer, une nouvelle licence, etc. C'est un abonnement pour ad vitam, la dernière version up-to-date implémentée à l'hôpital. C'est correct si je dis ça? En gros, oui. Avec certaines limites malgré tout, mais tant qu'on reste dans le corps métier, oui, toutes les avancées seront comprises. OK. Je n'ai pas de questions supplémentaires dans le chat, mais n'hésitez pas à mettre votre micro en marche pour en poser encore 2-3. On a encore quelques minutes devant nous. Alors pour animer la discussion, peut-être, je serais très curieux de savoir quels sont les systèmes qui sont utilisés actuellement. Alors, franchement, au niveau d'IOF, enfin, j'ai eu connaissance de beaucoup d'outils. Ça allait de la feuille de calcul, enfin, du tableur d'Excel avec un petit tableau jusqu'à effectivement des bases Access, très rarement des systèmes intégrés et très souvent, enfin ça dépendait des pays, pas grand-chose ou fait développer en local. Est-ce que quelqu'un ou un de nos participants aurait la gentillesse de partager son expérience? Quel est l'outil qu'il ou elle utilise au quotidien? Quelle a été la difficulté dans son développement, son implémentation? Des forces, des faiblesses, des sources d'erreurs peut-être? Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de partager son expérience avec nous tous? Moi, je veux bien, si Oui, vous bien sûr. m'entendez. Donc, je suis Parfaitement. Merci. Camille Marin, je suis ergothérapeute et coordinatrice filière fracture du centre hospitalier Rive-de-Seine, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. On a démarré en 2016 et en effet, on a développé une base de données Access, c'est moi qui posais la question tout à l'heure, D'accord, avec très les bien. services informatiques de l'hôpital. Et donc, je trouve que là, l'IOSIS répond parfaitement à ce qu'on aurait souhaité avoir dès le départ. Ça reprend bien en mieux ce qu'on a. Nous, on a donc cette base de données avec 3 onglets. Un onglet, en effet, administratif, avec les données administratives du patient. Un onglet avec le suivi du patient sur les appels, quand on fait les rappels. Nous, on fait des rappels à 6 mois, 1 an et 2 ans. Et un onglet sur l'historique des fractures successives, éventuelles du patient. Et donc, moi, je vois bien l'intérêt là de l'IOSIS de pouvoir faire des comptes utilisateurs, parce que pour le moment, il n'y a que moi et une collègue qui allons sur la base de données Access pour ne pas risquer d'avoir des erreurs. Et puis, d'avoir aussi les indicateurs de performance. Ça, c'est vraiment chouette que toutes les filières puissent ensuite avoir les mêmes indicateurs. Ça, ce sera hyper intéressant. Voilà, juste le retour qu'on avait. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors oui, effectivement, les KPI, c'était un point de discussion important pour nous. L'idée, ça vous l'avez parfaitement compris, c'est bien sûr d'identifier les points d'amélioration en local et puis, si c'est le désir, de comparer avec d'autres professionnels, d'autres structures pour voir justement comment eux ont répondu à des challenges pour lesquels on peut être un peu coincé. Donc, ouais, il y a un très beau potentiel à ce niveau-là, c'est très clair, avec le potentiel d'études multicentriques dont j'ai parlé avant, mais qui est, on va dire, la seconde étape. Très clair. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Est-ce qu'on a un autre ou une autre participante qui voudrait partager son expérience avec nous?
Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, parfaitement. Bonjour, Michael Chouc, je suis rhumatologue à l'hôpital de Besançon. Et du Ouais. coup, on a mis en place la filière fracture il y a en effet 2 ans. Euh, Moi, du coup, j'ai mis en place un tableau Excel tout simplement pour collégier tous les patients. Et on a un logiciel à l'hôpital de Besançon où on met tous les courriers des patients et dedans, on peut créer des modèles. Donc, j'ai créé des modèles d'ordonnance pour de la classe A, pour l'infirmière. J'ai créé des modèles de courrier pour les médecins généralistes, pour que les internes qui voient les patients aient juste à utiliser ce modèle pré-rempli. Donc tout ça, ça m'a pris du temps et ça, c'est des choses qu'on peut ensuite éventuellement retrouver dans Lyosis. Les modèles que j'ai créés, on pourra les implémenter dans Lyosis. De Yann, je te laisse répondre. Alors, oui, on peut recréer tous les modèles. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir facilement les exporter de votre système pour les injecter ici? Ça va dépendre des fonctionnalités d'exportation du système que vous utilisez. Donc là, il faudrait regarder au cas par cas. Je serais extrêmement surpris que ce ne soit pas possible. Euh, donc, a priori, oui, mais cela va dépendre du système que vous avez utilisé au sein de votre hôpital. Et pareil, pour le tableau Excel, on a plein de données dedans. Mais bon, j'ai essayé de faire des 0 et des 1 globalement pour des oui et des non. Et est-ce que ça, pareil, ça va être facilement exportable du tableau Excel à Lyosis? Ça, oui. Totalement, oui. Oui. Je ne vous cache pas qu'il y a une manipulation qu'il faudra faire au niveau de la structure de votre fichier, mais le but, on est confronté vraiment à beaucoup de centres qui utilisent des fichiers Excel. Donc, il fallait vraiment qu'on mette en place un outil simple pour pouvoir injecter tous ces patients, parce que voilà, on se retrouve parfois avec des patients qui ont été encodés 2 fois, avec des types de données dans certaines colonnes qui ne correspondent pas. Donc là, on a tous des outils de vérification qui permettent d'aider à l'importation des fichiers Excel. De manière pratique, c'est quelqu'un de Lyosis qui viendra sur le CHU faire ça ou c'est à chaque médecin ou de faire ça? Alors, a priori, c'est des choses qu'on essaie de faire le plus possible à distance pour essayer de minimiser les coûts, évidemment. Donc, on a les 2 possibilités, on a eu les 2 cas de figure. On a eu des cas de figure où le service informatique de l'hôpital préférait qu'on leur envoie un exemple de structure. Et puis, eux, alors, faisaient le traitement de leur fichier Excel pour que ça s'adapte à notre structure. Et on a eu l'autre cas de figure où c'est nous qui intervenions à distance pour justement aller retravailler ce fichier Excel afin qu'il puisse se faire importer facilement dans l'application. Très bien, merci pour ces réponses. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file très, très rapidement. Est-ce que, Anastasia, nous avons encore une dernière question ou est-ce que c'est le temps de conclure? Non, on n'a plus de questions. Je pense qu'on peut conclure. Il nous reste 2 minutes. Très bien. Écoutez, je vais me permettre de faire une petite conclusion. Tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement pour avoir partagé, pour avoir participé à cet échange. C'est toujours un grand plaisir pour nous, IOF et aussi Bone Monitor, de rencontrer, d'échanger avec les professionnels de santé de manière pragmatique, opérationnelle. Donc, comme vous avez compris, Lyosis, c'est un produit qui est IOF, qui a été développé avec l'expertise d'IOF par Bone Monitor. Donc, c'est une collaboration qui est très étroite, mais j'insiste, c'est vraiment des experts internationaux affiliés à IOF qui ont participé au développement de ce logiciel. Typiquement, notre objectif, c'est de proposer un outil qui facilite vraiment la vie des professionnels de santé en optimisant la gestion des patients, mais également en permettant de s'auto-évaluer parmi d'autres fonctionnalités. Donc, vous avez ici les coordonnées, on va vous les envoyer par mail si vous êtes d'accord. Vous avez le site donc, de Lyosis et également de Yann va partager avec vous des logins et mots de passe pour pouvoir jouer vous-même directement avec le logiciel et voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Si vous avez quoi que ce soit comme question, surtout n'hésitez pas à revenir vers Dejan et Werner, Bone Monitor de manière générale.
ou vers IOF. Hein, comme je vous ai expliqué, nous travaillons vraiment étroitement, donc il n'y a aucun message qui se perd, tout est transféré. Et puis, écoutez, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. À vous, professionnels de santé, vous êtes en première ligne depuis à peu près 2-3 ans et je pense que dans votre activité, directement ou indirectement, vous souffrez pas mal de la situation que nous vivons tous. Donc, vraiment, je vous souhaite sincèrement du fond du cœur une très belle année, en bonne santé et en espérant que vous aurez surtout la joie et le plaisir de jouer avec Liosis dans votre service de liaison à la fracture, encore une fois pour vous simplifier la vie et optimiser la gestion des patients. Une très belle année à tous. Merci pour votre participation. J'espère que cette présentation vous a plu et j'espère également que vous n'hésiterez pas à revenir vers nous pour implémenter le logiciel dans votre service. Juste un dernier point, si votre FLS ne fait pas encore partie de Capture the Fracture, également Anastasia à la fin et son équipe partageront avec vous. Maintenant, on peut appliquer directement sur Capture the Fracture en ligne. Le formulaire est disponible en ligne. Donc, si votre FLS ne fait pas partie encore de Capture the Fracture, s'il vous plaît, rejoignez-nous. On a besoin de vous. Vous êtes plus que bienvenus. Merci à tous. Encore une fois, une très belle année et j'espère à bientôt. Merci Philippe. Je voudrais juste compléter la conclusion par 2 petits points pratiques. Donc tout d'abord, au nom de l'IOF, je tiens à vous remercier pour votre participation et j'espère que vous avez apprécié cette session, qu'elle vous a apporté les éléments concernant Liosis, qu'elle a suscité aussi votre intérêt et comme Dr Albou l'a mentionné, on se fera vraiment un plaisir de faire le suivi avec vous selon votre convenance. Nous publierons également l'enregistrement de ce webinaire sur le site Capture the Fracture et demain, dans la journée, vous recevrez un email qui vous donnera un lien avec l'accès à l'enregistrement et puis qui inclura aussi les logins dont nous avons discuté. Comme ça, vous pourrez aller de vous-même visiter Liosis et vous familiariser avec ce nouvel outil. Je vous invite également, comme vous pouvez voir ici, à consulter donc, le site web de Liosis, adresse très très facile à retenir, donc c'est www.liosis.com. Et puis, comme nous l'avons mentionné, on vous invite à prendre contact avec Bonne Monitor, notamment M. Deyanelik directement, et son adresse email est affichée sur la dia que vous voyez ici. Pour conclure, donc j'aimerais de nouveau vous remercier pour votre participation. J'aimerais également remercier chaleureusement nos orateurs aujourd'hui, donc Dr Philippe Albou et M. Deyanelik pour leurs excellentes interventions. Et je vous souhaite à mon tour une très bonne soirée.